pour l'invitation. Voilà, alors, Corinne, qui est avec nous aussi, qui est au pilotage de cette conférence Zoom et Facebook Live en même temps, qui n'est pas un exercice facile parce que parfois, il y a des petits décalages dans le temps. De toute façon, ce sera tout enregistré et on en fera un lien où on cadrera bien le bon timing et on le partagera. Donc, on pourra vous le renvoyer, évidemment, et le diffuser le plus largement parce que c'est un thème qui intéresse beaucoup de personnes. Alors, je sais que sur Zoom, on sera peut-être un comité un peu plus restreint et l'idée, c'est de pouvoir, avec vous qui êtes sur Zoom, interagir. C'est ça la différence entre le fait d'être sur Facebook ou Zoom. Là, ça vous donne la possibilité de poser des questions et d'interagir. Mais on est aussi beaucoup suivi et regardé sur Facebook dans le même temps. Voilà. Donc, Corinne, je te laisse juste nous dire quand est-ce que Alors, je suis en train de le lancer là. D'accord. Et comme ça, dès que Hélène, tu nous dis quand tu es prête aussi et alors là, ça mouline, hein, donc le temps, une fois que ça va commencer directement, je pense. Ça y est, je pense qu'on est en direct sur Facebook. Là, j'ai une petite notification pour vous. C'est bon pour moi. Bon, bah, écoutez, vraiment, bonjour à tous. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour laisser tout l'espace de temps à Hélène. Alors, Hélène, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Hélène est aux États-Unis. Oui. Donc, elle nous fait l'amitié d'être présente sur un temps de week-end et à des horaires qui ne collent pas forcément aux nôtres. Et un grand, grand merci parce que ces 2 journées autour de la question du deuil périnatal qu'on a organisées, pour moi, je ne pouvais pas les imaginer sans ton intervention et sans ta présence, parce que ce que tu apportes sur ce sujet, à travers ce livre, à travers les formations que tu fais, à travers les vidéos que tu partages, pour moi, est extrêmement aidant. Et aidant parce que la façon dont tu traites le sujet n'est pas polémique, ne rajoute pas, je trouve, de la colère à la colère, de la frustration à la frustration. Parce qu'évidemment, oui, le deuil périnatal est très particulier qui, évidemment, touche au tabou de la mort d'un enfant, de la mort d'un bébé, donc à quelque chose qui ne devrait pas arriver, qui n'est pas normal. Mais à cette première difficulté, à cette première peine, se rajoute celle très fréquente, on le sait, d'un manque de reconnaissance ou d'un sentiment très légitime chez les parents de ne pas se sentir compris dans cette douleur qu'ils vivent, qui est un véritable deuil. Hein, ce n'est pas parce que c'est une fausse couche qu'on ne vit pas un vrai deuil, comme le dit le si joli livre, ou qu'on perd un tout petit et que c'est un tout petit deuil. Eh bien non, c'est un vrai deuil. Et souvent, les parents, du coup, vivent cette frustration de ne pas se sentir assez reconnus, compris, aidés dans cette expérience si douloureuse. Et ça rajoute vraiment une deuxième peine à cette première peine de la perte de ce bébé. Et c'est de cela. Et quand on partage entre parents, eh bien, on a tendance à se victimiser, à se dire c'est pas juste, on ne comprend pas, à se replier sur soi et à en vouloir un peu à ses proches qui ne nous comprennent pas. Et pourtant, ce que tu dis, et je trouve ça magnifique, c'est qu'il est possible non seulement d'être compris, mais d'aider aussi nos proches à nous comprendre. Alors, juste un petit mot sur qui tu es, si certains ne te connaissent pas. Donc, toi-même, tu es accompagnante à la naissance et tu es allée à la rencontre de très nombreux parents endeuillés qui ont vécu ce deuil si difficile. Et tu as aussi eu beaucoup de témoignages de leurs proches, mais aussi de professionnels. Ouais. Et tu es partie de cette idée que de tous ces partages, on pouvait élaborer une sorte de recommandations, de conseils sur comment à la fois vivre ce deuil soi-même, mais aussi aider nos proches à nous aider.
Et je trouve que cette approche que tu as est formidable parce qu'elle est constructive et qu'au-delà de la colère ou de ce sentiment de ne pas être compris, l'idée, ce n'est pas juste de dire « et après, on fait quoi ?» Alors, oui, mes proches sont maladroits, mes proches ne répondent pas à mes besoins, mais est-ce que je reste dans cette posture et j'attends et je ressasse ça infiniment, ou je considère que c'est moi l'expert de mon deuil périnatal, c'est moi l'expert de mon deuil et je vais essayer de donner des clés à mes proches pour à la fois savoir leur montrer qu'on peut parler de mon bébé sans me faire du mal et qu'on peut aussi m'aider. Et ça, c'est vraiment ta posture que je trouve formidable et je te remercie beaucoup d'être avec nous pour parler de ce sujet si compliqué de comment aider mes proches, si seulement mes proches m'apportaient le soutien dont j'ai besoin et donc comment on peut les aider à le faire. Merci beaucoup, Hélène. Avec plaisir, Nathalie, avec plaisir. Effectivement, on va commencer avec ce thème-là. Comment aider nos proches à nous aider nous-mêmes quand on a perdu un enfant. Et voilà, revenir sur cette question, si seulement mes proches pouvaient m'apporter le soutien dont je rêve, le soutien dont j'ai besoin. Alors, je ne vois pas toutes les caméras, vos caméras ne sont pas toutes allumées, donc je ne vais pas pouvoir voir vos réactions. Mais s'il y en a qui sont parents, il y a peut-être des parents, il y a peut-être des proches, ou il y a peut-être des professionnels aussi qui écoutent là maintenant. Donc peut-être, je ne sais pas, en commentaire ou si votre caméra est allumée, que j'avais une petite idée. Est-ce qu'il y a des parents qui nous écoutent là maintenant, qui ont perdu un bébé, que ce soit récemment ou que ce soit assez ancien, que ce soit en début, en milieu, en fin de grossesse ou après la naissance? Alors, en tout cas, moi, j'en connais beaucoup qui sont là parmi nous et j'en profite pour dire qu'il y a un petit chat. N'hésitez pas à écrire ou à nous envoyer des messages si vous voulez intervenir dans la conférence aussi. Okay. Oui, merci aux personnes qui se sont signalées comme ça. Je vois qui est concerné en tant que parent. Et ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de vous donner à la fois un petit peu d'éléments pour comprendre le contexte dans lequel vous êtes, avoir un petit peu de recul et pouvoir comprendre ce qui se vit pour les uns et les autres. Et puis aussi de vous donner, ce qui me tient à cœur, c'est des outils concrets. Donc, je vais faire une petite introduction, mais surtout après, je vais tenter de vous donner des outils. On va en couvrir 7 ou 8. Et si vous avez un crayon ou une feuille de papier à côté, vous pouvez les prendre à proximité parce que vous allez pouvoir noter des choses si vous avez envie. Et si pas, vous pouvez simplement noter les questions et y réfléchir par après, à tête reposée ou en ayant plus d'espace, un cadre qui vous convient mieux peut-être que le live. Vous verrez. On pourra prendre le temps de faire les exercices pendant ou après si vous préférez. Donc, je vous disais qu'on allait commencer par une petite introduction. Et il y en a peut-être parmi vous en tant que parents qui se sentent très bien entourés. Heureusement, ça existe. J'en ai rencontré beaucoup pour préparer ce livre dans ces moments-là. Donc, il y a des proches qui savent spontanément comment se comporter, comment être, quoi faire pour vraiment être soutenant pour les parents. Et ça, c'est vraiment très, très précieux sur un chemin de deuil. Parce que même si un deuil, c'est une expérience éminemment intime et personnelle, ça se vit toujours aussi au contact d'un proche. Ça peut être quelqu'un dans la famille, ça peut être des amis, des collègues, ça peut être tout simplement quelqu'un à la caisse du supermarché qui nous reconnaît et qui nous pose des questions, mais il y a toujours un contact aussi avec l'extérieur. Et donc, il y en a peut-être parmi vous qui sont, je vois qu'il y a un message qui vient d'arriver, qui sont des proches qui savent très bien trouver tout naturellement leur place auprès des parents endeuillés pour les soutenir. Et puis, il y a peut-être aussi parmi vous des parents qui ont observé qu'il y a eu un grand désert qui s'est fait autour d'eux après le décès de leur bébé et qui se sentent très, très seuls, très isolés. Et où il y a, comme tu disais tout à l'heure, Nathalie, à la peine du deuil lui-même, une souffrance supplémentaire qui vient se rajouter, la souffrance de l'isolement. Donc, voilà, vous verrez dans quel cas vous vous situez. Mais ce par quoi j'ai envie de commencer, c'est de comprendre, de voir avec vous pourquoi il arrive que les proches, pas tous évidemment, heureusement, comme on disait, mais que certains proches, en tout cas, n'arrivent pas à se comporter de la manière dont vous souhaitez. Alors, pourquoi ça se produit comme ça? Et il faut le dire aussi, c'est quand même assez souvent, peut-être pas la norme, mais en tout cas, c'est fréquent, on l'entend souvent.
Pourquoi? Parce que la première chose, c'est que ces proches, ils ont du mal à se représenter ce que vous traversez parce qu'ils ne sont pas là à des moments clés de votre deuil. Ils n'ont pas été là quand vous avez appris, par exemple, au moment de l'échographie, que le cœur de votre bébé ne battait plus. Ils ne sont pas forcément là pendant l'accouchement, ce n'est pas leur place, c'est normal. Si l'accouchement tourne au drame, ils ne sont pas là quand vous avez une fausse couche et que tout d'un coup, il y a plein de sang qui part, etc. Ils ne sont pas là et donc c'est difficile pour eux de se représenter. Ils n'ont pas ces images, ils n'ont pas ces sons qui vous habitent, peut-être même en boucle pour vous. Et du coup, pour eux, c'est très difficile d'avoir une représentation visuelle, sonore, mentale, émotionnelle de ce que vous avez vécu ou de ce que vous êtes toujours en train de vivre. Donc, techniquement, c'est difficile pour eux de savoir. Ensuite, ils ne savent pas forcément ce dont vous avez besoin parce qu'il n'y a pas un deuil qui se ressemble, il n'y a pas deux deuils identiques. Donc, il y a certains parents qui vont avoir besoin de beaucoup de solitude pour traverser leur deuil et il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'être très entourés. Et du coup, pour l'entourage, c'est difficile de savoir se positionner, de comprendre, de deviner ce dont vous avez besoin. C'est difficile pour eux et c'est difficile d'ailleurs pour vous aussi les parents. Il y a des moments peut-être vous vous en êtes rendu compte où vous ne savez pas si on vous demande là, de quoi vous avez besoin juste là maintenant. Il y a peut-être des moments où c'est tellement flou, c'est tellement retournant, bousculant, chamboulant. C'est une telle tempête que vous traversez que de pouvoir dire en mots exactement en fait voilà c'est ça dont moi j'ai besoin là maintenant, c'est pas un exercice simple. Et puis même quand on arrive à le faire, c'est pas impossible que 10 minutes ou 2 jours après, ce soit exactement autre chose. Peut-être que là, ce matin, je me réveille et j'ai besoin qu'on me prenne très fort dans mes bras ou j'ai besoin de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et peut-être que dans 2 heures, je suis dans une colère profonde et j'ai besoin de crier ma rage, j'ai besoin d'aller dehors, de faire du sport parce que j'en peux plus. Voilà, donc ça change. Ça peut changer très vite. Le deuil, ça n'est pas quelque chose de stable et de linéaire. Ça peut changer très vite, ça peut changer au cours d'une même journée. Et ça n'est pas forcément la même chose, ce n'est pas forcément les mêmes besoins qui sont présents chez les deux parents non plus. Et donc, tout ça, ça fait que pour l'entourage, c'est pas évident. C'est pas comme s'ils avaient une carte à suivre. Hop, hop, voilà, je vais faire ça. Et puis d'office, ça va aller, ça va leur faire du bien. Non, parce que peut-être que ce matin-là, vous n'avez pas envie qu'on vous téléphone, vous avez envie qu'on vous laisse tranquille. Ou voilà. Donc, ce n'est pas évident pour eux. Et puis aussi, il y a quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les proches, il y a très souvent, donc de nouveau, je n'aime pas les généralités, ce n'est pas chez tout le monde, mais très souvent, il y a cette peur qui revient quand on les écoute, la peur de remuer le couteau dans la plaie. Alors vous, en tant que parent endeuillé, vous savez très certainement que ce n'est pas une peur légitime, dans le sens, enfin, ce n'est pas une peur qui correspond à votre réalité, dans le sens où je reviens, la peur, elle est tout à fait légitime, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne correspond pas forcément à votre réalité, parce que ce n'est pas comme si, en évoquant le souvenir de votre enfant, il allait tout d'un coup remonter à la surface de votre esprit et que vous l'aviez complètement oublié jusque-là. Non, très probablement que ce deuil, il est présent tout le temps, alors avec des intensités, des formes différentes, peut-être au cours de la journée ou des semaines ou des mois, mais il est toujours quelque part un peu ou beaucoup présent dans votre vie. Et donc, ce n'est pas en évoquant le deuil, le décès de votre bébé, que ça va vous faire souffrir. L'évocation du décès de votre bébé peut vous rendre triste, parce que cette tristesse, elle est déjà là, de toute façon, juste en dessous de la surface. Mais ce n'est pas les parents qui vont créer cette tristesse. Et ça, c'est certainement votre réalité à vous, mais eux, ils ont cette peur qui les paralyse de si j'en parle, je vais faire mal. Et vous savez probablement que c'est l'inverse. Et au contraire, si on en parle, dans beaucoup de cas en tout cas, il y a beaucoup de parents qui m'ont dit ça, c'est quand on en parle que ça me fait du bien, parce que ça honore l'existence de mon bébé, parce que ça prouve que je ne suis pas fou ou que je ne suis pas folle, que je ne m'invente pas des choses, que ça vient exister, etc. Voilà. Pour vous, ça peut vous faire énormément de bien, mais c'est une peur qui les habite souvent. Donc, ça peut être utile de leur glisser de temps en temps. Tu sais, si on en parle, je serais peut-être émue, j'aurais peut-être même des larmes, mais les larmes, elles finiront par sécher dans la conversation. Là, au bout de 5 minutes, je ne vais pas pleurer forcément pendant 12 jours d'affilée avec toi. Mais par contre, ça me fera du bien qu'on en parle. Et donc, peut-être que pour eux, ça peut être rassurant à entendre. Voilà, en tout cas,
Tout ça pour se dire que c'est difficile pour eux de se représenter ce que vous vivez et il y a cette peur d'aborder le sujet parce qu'ils ont peur de vous faire mal. Et puis souvent, on opère aussi en tant que parent endeuillé avec l'idée de si l'autre m'aime vraiment, il va savoir de quoi j'ai besoin. Il y a cette très belle phrase d'un philosophe, journaliste, Alain de Botton, qui dit on fonctionne avec l'idée saugrenue que si l'autre nous aime suffisamment, il va savoir intuitivement nous comprendre et agir pour nous faire du bien. Et ça peut être tentant de croire ça, mais c'est une illusion. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Et c'est ça qu'on va voir après dans la deuxième partie de ce live. À l'inverse, j'ai plutôt entendu, moi, des parents qui m'ont dit, des proches, pardon, qui m'ont dit nous, on ne savait pas si elle avait envie, notre amie, hein, c'était un groupe de 3-4 femmes, qui me disaient on ne savait pas si notre amie, elle avait envie qu'on lui en parle. Du coup, on n'osait pas. Mais le jour où elle a osé nous dire en fait, moi, j'aimerais bien qu'on en parle, j'aimerais bien de temps en temps que vous me posiez des questions. Ah nous, ça nous a fait le plus grand bien parce qu'on savait, tout d'un coup, on savait de quoi elle avait besoin. Et du coup, on savait comment faire, comment être avec elle. Et puis la maman, effectivement, peu de temps après, m'a contactée aussi. Elle m'a dit à quel point ça avait tout changé dans leur interaction. Il n'y avait plus ce tabou. Ses amis ne marchaient plus sur des œufs comme ça, sans trop savoir s'il fallait évoquer ou pas son bébé. Et elle pouvait se poser dans son amitié avec ces femmes et aborder la question. Donc voilà, c'est se rappeler que elles m'ont dit, ces femmes, si on avait su plus tôt de quoi elle avait besoin, on l'aurait tout de suite fait. Donc c'est important de se dire aussi que les proches, ils sont peut-être entre guillemets handicapés ou pas outillés, en tout cas pour savoir comment vous aider instinctivement, mais la plupart du temps, si ce sont des proches qui vous aiment et que vous leur donnez votre mode d'emploi, très vite, ils savent se mettre à l'unisson et ils savent se caler avec vous. Alors, la deuxième chose qui fait aussi que, là c'était du point de vue de l'entourage, la deuxième chose aussi qui fait que c'est difficile à ce qu'on reçoive le soutien dont on a besoin quand on est un parent endeuillé, c'est que culturellement, on n'est pas très aidé non plus. Dans le sens où, dans notre culture, je caricature un peu, mais globalement, s'en sortir seul, ne pas avoir besoin des autres, c'est quand même quelque chose qui est très souvent valorisé. Si je demande de l'aide, ça veut dire que je suis faible, que je suis fragile, que je ne suis pas à la hauteur, que je ne sais pas m'en sortir toute seule. C'est souvent ça qu'on se dit, en tout cas ce que des parents m'ont partagé. Et en fait, pour être très claire, je pense exactement l'inverse. Je pense l'inverse, et puis c'est ce que j'ai aussi appris de parents endeuillés, qu'au contraire, quand on est en mesure de demander de l'aide, de formuler une requête précise, ça n'est pas un signe de vulnérabilité ou de faiblesse, c'est un signe de grande force, en fait. Je crois que si la planète, que si les gens savaient demander de l'aide quand ils en ont besoin, pas que dans le cadre du deuil, mais en général dans la vie, enfants et adultes, tout âge confondu, eh bien, je crois que la planète tournerait beaucoup mieux. On accumulerait beaucoup moins de ressentiments et on serait beaucoup plus utiles les uns pour les autres. Donc, il y a quand même cette idée à décapiter un petit peu, dont il faut s'alléger, que si on demande de l'aide, c'est qu'on est petit ou qu'on est fragile. Il y a aussi des parents qui n'osent pas demander de l'aide, et je peux très bien comprendre pourquoi, parce que on a peur de se sentir endetté après. Oui, mais si je demande de l'aide maintenant, après, peut-être que l'autre va avoir une forme d'ascendant sur moi, ou après, je vais peut-être me sentir redevable de quelque chose, etc. Ça va pas être fluide dans la relation, etc. Or, ce que moi j'observe dans le binôme proche-parent, dans les binômes qui fonctionnent bien, ce que j'observe, c'est que quand les parents osent demander de l'aide, les proches se sentent utiles. Et non seulement l'échange se fait entre les deux, celui qui donne et celui qui reçoit, mais ce n'est pas forcément celui qui donne qui donne le plus, parfois c'est celui qui reçoit aussi le plus. C'est une danse qui se fait à deux, ça va dans les deux sens. Et le fait de se sentir utile, le fait d'être là, présent, de répondre présent pour quelqu'un qu'on aime, c'est un énorme cadeau en fait qu'on fait en tant que parent à ses proches et inversement. C'est vraiment une danse qui va dans les deux sens.
Donc voilà, se dire qu'en fait, on n'est pas redevable, mais qu'en fait, on est interdépendants les uns des autres. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est vous qui avez besoin de soutien et votre situation le justifie, le mérite amplement. Et peut-être que dans 2 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, ce sont vos proches qui auront besoin de vous pour tout à fait autre chose. Peut-être le même genre de situation, mais peut-être pour les aider à traverser la perte d'un emploi, une maladie, un divorce, que sais-je. En tout cas, on est là les uns pour les autres. Et ça, c'est aussi quelque chose qui solidifie les relations. Il y a beaucoup de parents qui m'ont dit après coup, en fait, après avoir demandé de l'aide et après avoir autant reçu, notre relation, non seulement elle n'a pas survécu, mais elle est passée à un autre stade. Elle s'est embellie profondément. Donc voilà, c'est au cœur du deuil, on peut aussi avoir des relations très belles qui s'approfondissent. C'est ça que j'essaye de vous donner comme message. Et puis parfois aussi, en tant que parents, on n'ose pas demander de l'aide. Une autre raison encore, c'est parce qu'on a peur de recevoir un non. Et c'est très compréhensible de nouveau, parce que ça demande une forme de courage, malgré tout, d'oser dire, ben voilà, c'est de ça dont j'ai besoin. Et je fais ma requête et je te demande, est-ce que tu es disponible pour m'aider dans ce domaine-là, à faire ceci ou cela? Et si en face, on reçoit un non, ça peut vraiment être pris comme un coup de poing dans le ventre, quoi. Ça peut vraiment être très douloureux. Et parfois, la peur anticipée, l'appréhension de recevoir ce non, fait qu'on se dit, bah non, j'ose pas. Non, c'est pas possible, il est trop occupé, elle n'a pas le temps, ou elle n'aura pas envie. Et du coup, on se prive de ce cadeau-là et on prive aussi nos proches de nous l'offrir. Donc voilà, c'est une peur qui peut être présente et dans laquelle vous vous retrouvez peut-être ou pas. Mais en tout cas, c'est des peurs que j'ai entendues. Et du coup, entre ces deux aspects, donc à la fois que les proches ne sont pas là, qu'ils ne comprennent pas forcément, qu'en plus vos besoins peuvent changer d'heure en heure, etc. Et puis le fait qu'on baigne dans une culture qui ne valorise pas le fait de s'entraider nécessairement, de s'appuyer les uns sur les autres et donc de demander de l'aide, ben ça fait que très souvent, en tant que parent, on n'ose pas. On n'ose pas et du coup, on se retrouve encore plus seul. Parfois, on se remplit de ressentiments. Oh, il aurait dû faire ça, il aurait dû m'aider, il aurait dû m'appeler, etc. Donc ça vient rajouter à l'intérieur beaucoup de crispation, beaucoup de tension, dont on n'a franchement pas besoin quand on est endeuillé. Ça suffit déjà comme ça, la douleur du deuil. Et du coup, les proches aussi se sentent inutiles. Donc au final, tout le monde y perd, ce qui est dommage parce qu'il y a moyen de faire autrement. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler pour pas que le prix à payer soit trop fort, ni pour vous, ni pour les proches qui vous aiment et que vous aimez. Alors voilà, on va maintenant, je vais passer à la phase dont je vous parlais en début de live, c'est-à-dire où je vais vous donner quelques éclairages, il y en aura 7 ou 8, et puis vous verrez ce qui vous parle, puisque comme je disais tout à l'heure, tous les deuils ne se ressemblent pas, donc il y a peut-être des choses qui vont vous parler à vous là maintenant, et puis d'autres pas, voilà, vous piocherez ce qui a du sens pour vous. Même chose à ces autres femmes. Ça vous va à tous qu'on continue sur la lancée? Ouais. Très bien. Alors, ce que je vous propose, la première chose, c'est de changer de lunettes. J'ai envie d'appeler ça comme ça, changer de lunettes. Alors, ça veut dire quoi? Peut-être que vous êtes super bien aidé ou peut-être que vous aimeriez avoir plus d'aide, mais que vous êtes tout à fait à l'aise avec le fait de formuler des demandes d'aide. Donc, dans ce cas-là, super, je me réjouis vraiment pour vous. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est difficile pour vous de recevoir le soutien dont vous avez besoin, ou si c'est difficile de le demander, j'ai envie de vous proposer un premier petit exercice qui consiste à lister tout ce qui vous vient à l'idée comme je ne peux pas demander d'aide parce que. Et puis sans réfléchir, vous continuez, on va prendre 1 ou 2 minutes, vous continuez la phrase. Peut-être que vous rêvez, je ne sais pas, que vos parents ou que votre meilleur ami vous appelle de temps en temps ou prononce le prénom de votre bébé ou vous demande à regarder des photos si vous en avez. Mais je ne peux pas lui demander ça. Non, franchement, ça, je ne peux pas parce que... Et puis, vous continuez la phrase. Et vous notez spontanément, sans trop réfléchir, ce qui vous vient. Et peut-être qu'il y a une raison majeure, mais peut-être qu'il y en a 10 qui déboulent et vous notez tout ce qui vous vient.
Alors, on va en prendre encore 5-10 secondes pour que vous puissiez terminer votre pensée. Puis s'il y en a d'autres qui viennent par après, vous pourrez les écrire à tête reposée chez vous. Et maintenant, la deuxième chose que vous pouvez faire juste après cette liste, toujours dans « je change de lunettes » ou pas, vous verrez, c'est de vous poser la question suivante. Donc, vous avez listé « je peux pas dire ça à mes parents, je ne peux pas dire ça à mes meilleurs amis, je ne peux pas dire ça à mes collègues parce que sur le lieu de travail, on ne parle pas de sa vie privée ou je ne sais pas quoi ». Vous avez listé des choses. Et maintenant, ce que je vous demande, c'est à quoi ressemblerait votre vie, à quoi ressemblerait votre deuil si vous n'aviez pas cette pensée, si vous n'aviez pas cette phrase que vous avez complétée vous-même. Je ne peux pas parce que... 3 petits points. Imaginez que vous n'avez plus cette pensée en vous. Et ma question, c'est à quoi ressemblerait votre deuil au quotidien? À quoi ressemblerait votre vie là maintenant? Donc pareil, on peut prendre une petite minute et vous notez vous-même ce qui vient à l'esprit. En quoi votre vie serait différente si vous n'aviez plus cette pensée? Alors pour les besoins du live, là je vais continuer, mais c'est parfois des exercices qui demandent de se retrouver soi-même et d'avoir suffisamment d'espace et de silence à l'intérieur et autour de soi. Donc peut-être que c'est des choses que vous poursuivez après, mais au moins je vous lance les idées et puis vous pouvez les explorer plus tard après si vous voulez. Et donc ici, l'idée, pourquoi j'appelle ça changer de lunettes, parce que peut-être que vous allez vous rendre compte, en faisant cet exercice, que ça n'est pas tellement la situation qui vous fait souffrir, mais tout ce que vous vous dites autour de la situation. Donc je ne parle pas du fait que votre bébé soit décédé, je parle là du fait que vos proches ne répondent pas présents comme vous l'espérez. Et effectivement, ça peut être très décevant. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on se raconte soi-même après et qui nous font aussi souffrir. Et quand on se... ou le fait qu'on n'ose pas demander de l'aide. Et quand on se libère de cette pensée-là, je ne peux pas demander de l'aide à un tel et un tel parce que sinon... Et puis voilà, vous avez rempli la fin de la phrase. Quand on se libère de ça, tout d'un coup, ça nous donne une autorisation intérieure. Ça ne veut pas dire que l'autre va forcément répondre présent, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque à l'intérieur de nous et qui nous permet de prendre notre vie en main, d'être acteur de notre deuil. On souffre du fait que les collègues fassent semblant quand on retourne au travail que rien ne s'est passé et qu'ils parlent de choses absolument futiles à la machine à café. Et bien en fait, non. Je n'osais pas en parler avec eux parce que je me disais qu'on ne parle pas d'un décès et de ses émotions sur son lieu de travail. En fait, si je n'ai plus cette pensée-là, par exemple, et ben, du coup, je me donne l'autorisation d'en parler, j'en parle avec eux et peut-être qu'en fait, ils sont pleins d'empathie et qu'il y a des espaces qui peuvent se créer. Donc ici, vraiment, l'idée, c'est de prendre conscience de toutes nos limitations internes en tant que parents qui font qu'on n'ose pas aller chercher ce soutien dont on a besoin. Or, vous vous souvenez de ce qu'on a dit en début de live, on peut attendre que le soutien vienne, mais c'est aussi un grand risque à prendre parce que parfois il ne vient jamais ou il vient sous une forme qui ne nous fait pas du bien du tout. Donc si on a envie que ça corresponde à nos attentes, parfois il faut simplement pouvoir le dire à voix haute. Alors, je mets le simplement entre guillemets parce que ce n'est pas toujours facile, mais c'est bien de prendre conscience de nos pensées qui nous limitent et qui nous disent « non, il ne faut pas, tu n'as pas le droit, etc. » Donc voilà, ça c'était le premier petit exercice. Le deuxième, qui découle de ça, quelque part, ça consiste à ne pas faire de suppositions et à la place de poser des questions tout simplement. Donc, pour reprendre l'exemple des collègues et de la machine à café, je ne savais pas que j'allais prendre cet exemple, mais voilà, on va continuer à tirer la métaphore, à tirer l'exemple. Peut-être qu'on se dit, non, ils ne peuvent pas, ils ne seront pas à l'écoute, il y a une réunion qui commence tout bientôt, ils ne sont pas disponibles, ou alors on a une très mauvaise nouvelle au boulot et donc tout le monde est super stressé, ils n'ont pas envie d'écouter mes histoires, etc. Notez toutes les suppositions que vous vous faites. L'exercice précédent, c'était on a noté tout ce qui nous empêchait de demander de l'aide en tant que parents.
Là, vous pouvez noter dans ce deuxième exercice toutes les hypothèses qui se jouent à l'intérieur de vous, dont vous n'avez peut-être pas forcément conscience si vous ne vous y arrêtez pas, mais tout ce que vous vous dites de « ben non, ils ne vont pas être disponibles, ils ne vont pas être à l'écoute, ils ne vont pas savoir m'aider, ils n'ont pas le temps, ils sont pris... Pour les amis, ça peut être ils sont pris par leur divorce, ils sont pris par une maladie, ils sont pris par leur déménagement, ils sont pris parce qu'ils viennent d'avoir un tout petit. Ou non, je ne vais pas leur demander parce que justement, ils viennent d'avoir un tout petit et donc ils vont être super mal à l'aise vis-à-vis de moi. Et ça va. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit et qui concerne vos proches et les suppositions que vous faites sur eux, sur ben non, ils ne vont pas pouvoir, ils ne vont pas être capables, ils n'ont pas les ressources temps ou ressources émotionnelles, etc. pour vous aider. Donc, vous pouvez noter là, toutes les suppositions que vous faites, consciemment ou inconsciemment. Et puis après, de vous demander si vous avez vraiment raison. Est-ce que c'est vrai que parce qu'ils sont débordés au travail, ils n'ont pas de bande passante pour vous écouter? Et posez-leur simplement la question. À la place de faire des suppositions, parce que les suppositions, il y a une chance de tomber juste, mais il y a aussi énormément de risques de tomber à côté. Parce qu'on n'est pas dans la place, on n'est pas à la place des autres, on n'est pas dans leur vie. Et donc peut-être que oui, ils sont fort pris par leur travail en ce moment, mais peut-être que leur travail, en fait, il ne les nourrit pas énormément, ou qu'il les épuise, que ça ne leur apporte pas grand-chose. Par contre, une conversation avec vous, tout d'un coup, ça va donner du sens à leur journée. Ça va leur donner un sentiment d'utilité. Ça va nourrir l'amitié qu'ils ont pour vous. Peut-être que vous vous dites, ben non, ils ont une maladie grave en ce moment, voilà. Mes amis luttent contre un cancer en ce moment, ils n'ont pas du tout l'espace pour venir écouter ma peine. C'est tout à fait possible. Mais c'est aussi possible que justement parce qu'ils vivent quelque chose de douloureux, qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert dans leur cœur et qu'ils ont de l'empathie encore plus pour ce que vous vivez. Parce qu'ils sont dans une place de souffrance et qu'ils peuvent connecter la leur et donc vous retrouver dans la vôtre. Donc l'idée, c'est, je note toutes les histoires que je me raconte quelque part par rapport au fait que mes proches ne sont pas capables de m'aider. Ou ça peut être aussi, j'en donne un autre exemple, mon père n'a jamais montré ses émotions. Ma mère n'a jamais parlé de la mort dans la famille, ou j'en sais rien, n'importe quoi que vous vous dites. Et peut-être qu'ils ne l'ont jamais fait jusqu'à présent, et peut-être qu'ils sont faits comme ça, et qu'ils n'ont pas ça en stock. On en viendra après, c'est aussi un cas de figure possible. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont jamais fait qu'ils ne peuvent pas vous l'offrir. Il y a toujours une première fois à tout. Et si vous leur posez la question, par contre, là, vous aurez une réponse claire. Donc vraiment ici, ce deuxième point, c'est je note toutes les idées que je me fais sur pourquoi mes proches ne peuvent pas venir répondre présent. Et puis après, je vérifie, je teste si ce que je me dis est vrai ou pas. Et peut-être que ça l'est, mais peut-être que ça ne l'est pas. Et la meilleure manière de le faire, c'est de ne plus faire de suppositions et de poser la question aux personnes concernées. Voilà. Ça, c'était le deuxième outil que j'avais envie de partager avec vous. Le troisième outil, pour savoir comment demander de l'aide, ça peut être utile de savoir de quoi on a besoin soi-même. Alors, on peut très bien dire à ses proches, voilà, j'ai besoin d'aide, mais c'est tellement embrouillé, c'est tellement sans dessus dessous dans ma vie que je ne sais même pas de quoi j'ai besoin. Et c'est tout à fait OK de dire une phrase comme ça, évidemment. Mais si vous avez envie d'être précis pour qu'il vous apporte exactement ce dont vous avez besoin et qu'il ne tape pas juste à côté, mais juste là où vous avez besoin de recevoir du soutien, ça peut être utile de formuler vos besoins. Alors, ce n'est pas un exercice forcément inné chez tout le monde. Et là, je parle en temps général, pas forcément en temps de deuil, en temps général. De quoi j'ai besoin là dans ma vie, je ne sais pas, je cours beaucoup et je n'ai pas forcément le temps de m'arrêter et de sentir vraiment ce dont j'ai besoin. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose d'aisé à faire. Mais par contre, ça vaut la peine de se poser la question. Et donc, il y a certaines personnes, dans le livre, je donne énormément d'exercices et d'outils pour aller connecter, d'aller mettre des mots sur ce dont on a besoin. Donc, je ne vais pas les passer ici en revue, ça prendrait trop de temps, mais en tout cas, vous pouvez vous référer à ces passages-là et avoir beaucoup de ressources là-dessus. On peut se référer sur ce que notre corps nous exprime. J'ai une tension à tel endroit, etc. Qu'est-ce que ça vient dire ? Il y a aussi des listes de besoins. Il y a des témoignages de parents qui peuvent aussi vous mettre la puce
la puce à l'oreille, ah oui, en fait, moi, je suis comme ce papa ou comme cette maman qui avait ce besoin-là. En fait, je me reconnais beaucoup dans cette histoire. Et ça vous permet, alors du coup, de mettre des mots sur les besoins que vous avez là juste en ce moment. Donc, ça peut être une ressource d'aller se référer à ces pages-là, mais si vous voulez, on peut déjà commencer ici. Et le petit exercice du coup que je vous propose ici, c'est de commencer la phrase et puis vous terminez les blancs vous-même. Et la phrase, c'est « En ce moment, je sens que ce qui pourrait me faire du bien dans ce deuil, ça serait… » Et puis vous complétez. Alors, je peux vous donner quelques exemples pour juste mettre la machine en route, mais après, c'est évidemment très personnel. C'est à vous de répondre avec votre réalité et votre sensibilité du moment. Mais ça peut être, en ce moment, je sens que ce qui pourrait me faire du bien dans mon deuil, ça serait qu'on m'apporte à manger. Je suis épuisée, je n'ai pas du tout envie de réfléchir à quoi faire à manger. Être debout dans la cuisine à fristouiller, ce n'est pas ma priorité. Je n'ai même pas envie d'aller faire les courses, de sortir de la maison. En fait, ça me ferait du bien qu'on m'apporte un repas. 1 fois par semaine, 3 fois par semaine, peu importe. Ou en ce moment, ce qui pourrait me faire du bien dans mon deuil, c'est qu'on prenne soin de mes autres enfants. Si j'ai déjà d'autres enfants qui sont nés, ben, je n'ai pas forcément l'énergie le soir de leur donner un bain ou de faire les devoirs. Je n'arrive pas à me concentrer sur cet exercice de maths ou de français parce que j'ai la tête, le cœur en 1000 morceaux et non, je n'ai pas le cerveau qui est disponible pour ça. Je n'ai pas non plus suffisamment de joie à vivre en ce moment en moi pour les amener, pour faire un pique-nique avec eux, pour faire une fête d'anniversaire, voilà, pour leur lire des histoires, pour faire une soirée rigolote à la maison. Non, j'ai évidemment pas ça en stock. Et donc, s'il y a quelqu'un qui peut venir, alors je sais bien que c'est un temps particulier en ce moment avec le Covid, mais ça peut même être un appel par Zoom ou autre avec un cousin, une grande tante, voilà, qui leur offre une demi-heure d'écoute. Ça peut être aussi simplement d'écoute, comment ils vont les enfants avec ce deuil, mais ça peut être aussi quelque chose de plus ludique, de plus léger pour les enfants. Ça peut être j'ai besoin qu'on me mette dans les démarches administratives parce que j'y comprends rien, que c'est des méandres pas possibles, que c'est compliqué, que d'avoir des gens constamment dans les administrations, des étrangers à qui je dois raconter mon histoire et qui sont froids ou distants et très techniques avec moi, mais ça peut me faire mal. Donc j'ai besoin que quelqu'un passe certains coups de fil. Ça peut être j'ai besoin qu'on écoute mon histoire, qu'on accueille mes pleurs, qu'on honore mon bébé d'une manière ou d'une autre, qu'on dise son prénom. Enfin, voilà, j'en ai listé quelques-uns et je vous propose de prendre pareil quelques secondes ici pour noter ce qui vous viennent chez vous naturellement. Donc en ce moment, je sens que ce qui pourrait me faire du bien dans mon deuil, par rapport à mon deuil, c'est ta. Et vous complétez. Alors, on va prendre encore juste quelques secondes pour que vous puissiez terminer votre phrase, votre idée, et puis vous pourrez de nouveau compléter plus tard si vous avez besoin de plus de temps. Et on va passer maintenant au point 4. Ce que je vous propose, c'est de choisir à qui vous allez faire ces demandes. Maintenant, c'est le qui. Vous savez le quoi, vous vous êtes donné la permission préalable, vous avez posé la question et arrêté de faire des suppositions, enfin voilà, mis de côté les suppositions de les autres ne vont pas pouvoir m'aider. Voilà, hop, on a fait toutes les étapes. Et maintenant, c'est, en fait, j'ai besoin, je vais prendre l'exemple, le premier que j'ai cité, qu'on m'apporte à manger, à qui je vais bien pouvoir poser la question. Et donc là, vous pouvez lister. Et ce que je vous propose pour lister, c'est de vous mettre déjà dans l'état d'esprit que l'autre personne en face est ravie, qu'elle est en fait très honorée, qu'elle prend ça comme un privilège de pouvoir répondre à votre question, à votre requête. Donc, en gros, la question, c'est si j'étais certaine ou certain que mes proches accueilleraient ma demande de façon positive et bienveillante,
voici la liste des personnes que j'aurais envie de contacter. Donc, par exemple, pour faire à manger ou pour autre chose que vous avez noté dans votre liste au point précédent, eh ben, j'ai envie de contacter telle personne. Et je ne me demande pas si elle a le temps, si elle est libre, si elle habite à côté. Pas à côté. Non, je pars du principe que la personne est honorée, ça lui fait plaisir, et voilà les noms qui viennent spontanément. Il y en a peut-être un, il y en a peut-être 10, il y en a peut-être 2. C'est tout à fait OK. Vous notez juste les noms des personnes à qui vous auriez envie de faire ces demandes, en sachant qu'elles vont répondre oui. Partez presque de ce postulat, elles vont répondre oui. Voilà. Cette étape-là, elle permet de concrétiser que l'idée voilà, on a identifié son besoin, mais que ça ne reste pas à l'état où ça flotte. J'aimerais bien que quelqu'un réponde à mon besoin. Non, je deviens maintenant très concrète. Et voilà, en fait, c'est à ces personnes-là, ou cette personne-là unique, à qui j'aurais envie de faire ma demande. La 5e étape que je vous propose, c'est si vous en avez besoin, donc toutes les étapes ne sont pas forcément nécessaires, mais celle-là, elle peut être utile pour les personnes qui ont besoin de se donner un petit encouragement à elles-mêmes. C'est comme des affirmations positives qui vont vous permettre d'ancrer votre j'ose demander de l'aide. Je passe à l'action et je demande maintenant vraiment de l'aide. Parce que parfois, oui, on a identifié son besoin, on voit à qui on pourrait poser la question, mais il y a quand même quelque chose qui nous bloque encore un peu et on n'ose pas passer le pas. Et donc, des affirmations positives qui nous soutiennent dans cette démarche-là, ça pourrait être quelque chose du style j'ai le droit de demander de l'aide. Ou demander de l'aide est un signe d'intelligence ou de force intérieure. Ou ça pourrait être mes proches seront heureux de se sentir utiles. Voilà, à vous de compléter, mais de trouver une phrase où s'il y a des fois où vous hésitez, où vous retombez dans une vieille routine de j'ose pas demander de l'aide, pouf, vous pouvez aller vous raccrocher à ça parce que cette phrase-là, elle vous donne de la force et elle vous encourage à aller chercher le besoin dont on a besoin. Le soutien, pardon, dont on a besoin. Je m'en mets les pinceaux parce qu'il y a une phrase qui me vient en anglais, il y a une très belle phrase, c'est If you don't ask, you don't get. Donc, si on veut quelque chose, il faut le demander à un moment donné. Quitte à recevoir un non, c'est possible, mais en tout cas, si on le demande secrètement, l'autre ne l'entend pas. Si on le demande silencieusement, ça ne passe pas. Donc voilà, se trouver des petites phrases qui vont fonctionner comme des encouragements, des auto-encouragements de ouais, c'est bon, je vais le faire parce que ça va m'apporter, ça va m'apporter à moi du bien, ça va apporter du bien à l'autre et ça va apporter du bien à notre relation de proche à parent. Voilà. Ça, c'était la 5e étape. La 6e étape, maintenant, que je voudrais vous proposer, c'est comment faire cette demande. Donc, vous savez de quoi vous avez besoin, vous savez à qui vous allez le demander, vous avez votre petite phrase qui vous encourage si jamais on flanche un peu avant. Et maintenant, c'est comment on fait concrètement pour demander. Alors, il y a 4 ingrédients qui sont utiles quand on fait une requête. Je vais les énumérer avec vous. La première chose, c'est de faire des demandes qui soient concrètes. Donc, j'aimerais bien que tu sois là pour moi, par exemple. Ce n'est pas concret parce que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire être là pour quelqu'un. Ça veut dire quoi? C'est l'appeler une fois par mois, une fois par jour, une fois par heure. Ça veut dire venir chez la personne, ça veut dire lui envoyer un texto. Je ne sais pas très bien, c'est flou, quoi. Donc, pour pas qu'il y ait d'équivoque, il faut que ce soit très concret. Il faut que la demande soit positive. Donc, plutôt que de dire tu viens jamais me voir, c'est pas assez. Ça, forcément, quand on l'entend en tant que proche, ça ne donne pas très envie du coup de se manifester plus. Par contre, si on entend à chaque fois que tu viens, ça me fait du bien parce que je peux me déposer, je peux te raconter mon histoire, je peux me sentir en sécurité avec toi, je peux processer mes émotions ou toute autre chose, ou changer les idées parce que tu m'amènes un DVD et qu'on regarde un film ensemble. Il y a des fois, on a besoin de se divertir aussi dans un deuil, c'est possible parce que c'est trop, le deuil est juste too much, quoi. Ça nous accable et on a besoin de s'échapper. Et ben voilà, ça peut être j'aime quand tu fais ça et je te demande est-ce que tu peux venir mardi pour qu'on papote ou pour qu'on regarde un film ou je sais pas quoi. Parce que ça me fait du bien quand on fait ça toutes les deux ou tous les deux ensemble.
Voilà, donc quelque chose de positif, pas de reproche derrière, sinon c'est plus une demande, mais c'est un règlement de compte, et c'est possible aussi, c'est tout à fait nécessaire parfois, mais c'est pas la même chose que de faire une requête. Il faut, troisième ingrédient, que la demande soit réaliste. Donc, par exemple, si on dit à quelqu'un j'aimerais que tu m'enlèves toute ma peine, ben, la personne n'a pas une baguette magique, malheureusement, et elle ne peut pas répondre à ça. C'est au-delà de ses moyens. Et donc, ici, c'est de trouver des choses qui soient réalistes. Si la personne aussi, je ne sais pas moi, elle habite à l'autre bout du monde, vous avez une cousine à Sydney, ben, vous n'allez pas lui demander qu'elle vous apporte à manger demain matin, ce n'est pas possible. Par contre, elle peut très bien vous faire livrer un plat sur Internet en demandant à un restaurant local à côté de chez vous de vous livrer, ça c'est possible. Mais si on lui demande de se déplacer, là, ça ne va pas être possible. Donc, pour donner des chances à votre demande d'être entendue, c'est important qu'elle puisse être réaliste. Et puis, dernier ingrédient, que la demande soit négociable. C'est-à-dire que peut-être que votre grand copain avec qui vous pouvez tout raconter, il n'est pas libre demain soir pour venir comme vous l'aimeriez, mais qu'il est libre dimanche prochain. Et que du coup, on peut composer ensemble. Et négociable, ça veut dire que du coup, on peut adapter la demande en fonction de ce que la personne peut offrir. Ça veut dire aussi, indirectement, être ouvert à l'idée que la personne n'a pas ça en stock et qu'elle ne pourra pas honorer votre demande. C'est une demande, ce n'est pas un ordre. Donc, lui laisser la liberté de dire non, je ne peux pas. En ce moment, je ne peux pas. Peut-être que je pourrai plus tard ou pas, mais juste là, ce n'est pas possible pour moi. C'est aussi important de laisser la porte ouverte. Et si jamais la personne ne peut pas ou ne veut pas, voilà, c'est possible pour X ou Y raison, peut-être que ce deuil que vous vivez fait ressurgir chez elle un deuil ancien qui est extrêmement douloureux et qui ravive une douleur immense dont elle ne sait pas quoi faire en ce moment et elle n'a pas la bande passante pour être présente pour vous là en ce moment. C'est OK, c'est peut-être décevant pour vous et c'est tout à fait OK d'être déçu, mais c'est OK de ne pas s'échiner à chercher ce soutien-là, là où il ne peut pas être offert. En d'autres termes, si on va chez un concessionnaire de voitures et qu'on lui demande une baguette, il ne va pas pouvoir nous la vendre, nous la donner. Il faudra passer sa porte et aller à la prochaine boulangerie. Donc si les personnes n'ont pas ça en stock, ce que vous cherchez, vous pouvez le demander une fois, deux fois, mais si techniquement les gens ne sont pas outillés, équipés pour vous offrir ce dont vous avez besoin, c'est aussi une marque de sagesse et puis c'est pour vous protéger vous-même, pour ne pas vous épuiser, ça vaut la peine alors de chercher une autre personne. Ce n'est pas grave si ce n'est pas celle-là qui vous offre ça. Ce qui est important, c'est de trouver une personne qui puisse répondre à votre demande. Voilà. Donc de se garder l'option que l'autre ne pourra pas forcément répondre oui, mais par contre, en demandant, en faisant une demande claire, on augmente considérablement ses chances d'obtenir un oui. Voilà. Alors, je vous donne quelques exemples. Voilà, vous pourrez en composer bien plus, évidemment, mais ça pourrait être des choses comme « ça me ferait énormément de bien si tu pouvais m'accompagner samedi au cimetière pour une visite à mon enfant ». Voilà, ça c'est concret, c'est précis, c'est positif, c'est réaliste, c'est négociable. Si la personne ne veut pas, ok, ça sera avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça peut être ce type de demande-là. Ça peut être je ne sais pas si c'est possible pour toi. Donc là, c'est la partie où on laisse la porte ouverte. Mais ça me ferait chaud au cœur si tu prononçais le prénom de mon bébé de temps en temps. Donc c'est positif, ça me ferait chaud au cœur. Voilà, quand on se voit ou de temps en temps, vous pouvez rajouter. Ou bien ça peut être si vous mettiez une bougie, ça me ferait très plaisir si vous mettiez une bougie pour mon bébé sur la table de Noël. Le soir de Noël, comme ça je sais qu'on ne l'oublie pas. C'est une fête de famille et il a sa petite place entre nous. Voilà, c'est quelque chose de positif, de concret. Ou ça me ferait beaucoup de bien si on allait faire une balade au parc dans les prochains jours pour parler de mon enfant ou juste pour me changer les idées, pour être au contact de la nature, etc. Voilà. Avoir des demandes précises, concrètes. Voilà, ça c'était le 6e point.
Je continue toujours, ça vous va? Ouais. Ok, je vois les réponses. Merci. Oui, merci beaucoup, Hélène. C'est parti. Alors, la 7e chose que je vous propose, c'est après de réfléchir à quand vous voulez passer à l'action. Donc, vous avez déjà fait beaucoup d'étapes, vous avez vu à qui vous voulez demander, quand, etc., comment le demander, tout ça, super. Après, si ça reste à l'état d'intention, mais que ça sort jamais de votre bouche, ça aura été du travail un peu perdu pour rien. Donc maintenant, il faut vraiment passer à l'action si vous avez envie de vous inscrire dans cette démarche. Et donc, parfois, on est sur notre élan et puis, pouf, tout de suite, là, peut-être après ce live, vous allez prendre votre téléphone, envoyer un mail, peu importe, et pouf, tout de suite, ça va sortir. Et puis, parfois, on a l'idée, mais elle reste, on procrastine un peu, puis ça n'aboutit pas et c'est un peu dommage. Alors, on se dit, tout ce travail pour rien, c'est quand même dommage. Et donc ici, ma question, c'est d'ici à quand vous avez envie de faire votre première demande à partir d'aujourd'hui? Donc vous en avez fait peut-être plein déjà auparavant, mais en tout cas après ce live, quelle est la prochaine première demande que vous avez envie de faire? Mais surtout pas tellement quelle est la prochaine demande, mais quand vous avez envie de la faire. Ça peut être d'ici ce soir, ça peut être dans les 3 prochains jours. Et ce que je vous propose, c'est un laps de temps à l'intérieur de 3 mois. Si c'est trop lointain, vous allez l'oublier. Mais ça peut être, voilà, juste là maintenant, c'est trop dur pour moi. J'ai besoin encore de m'entraîner, peut-être de faire ma demande devant un miroir ou de l'écrire sur une phrase parce que ça me fait trop peur de demander aussi directement de l'aide. Alors c'est ok, il ne faut pas vous faire violence ou peut-être que simplement vous êtes tellement épuisé parce qu'un deuil, ça épuise émotionnellement, physiquement, mentalement. Peut-être que là, vous n'avez pas la bonne façon pour formuler des demandes à vos proches. Et alors, c'est vraiment important de pouvoir prendre soin de vous là maintenant, évidemment. Mais quand ce sera le bon moment, alors c'est bien de passer à l'action et je vous propose de réfléchir à une date entre maintenant et les 3 prochains mois. Donc là, on est le 13 février, mars, avril, mai. D'ici le 13 mai, ça peut être courant avril, mais ça peut être dans 2 heures, dans 2 jours. Quand est-ce que vous avez envie de passer à l'action pour votre première demande? Voilà, donc comme ça, vous ancrez. Et c'est chouette parfois de faire des petits pas. C'est ma première demande. Je ne vais pas forcément appeler tout mon carnet d'adresses, mais la première demande. Parce que quand on fait des petits pas à la fois, d'abord, c'est une manière de prendre soin de soi aussi. Et puis, ça nous permet, ah oui, en fait, là, j'ai demandé, mais je ne l'ai pas forcément demandé de manière super positive. Du coup, l'autre ne s'est pas senti très valorisé. Et du coup, ça a fait flop et l'autre personne n'a pas répondu présent. Et donc, ça permet de rectifier le tir s'il y a besoin, ou d'ajuster, ou de s'entraîner si c'est un langage qu'on n'a pas l'habitude de parler beaucoup. Et comme on a vu dans notre culture, ce n'est pas quelque chose de très fréquent, d'oser demander de l'aide. Donc, peut-être qu'on s'entraîne un peu et qu'on commence. Et donc, en faisant des petits pas, ça permet d'ajuster s'il y a besoin pour les demandes suivantes. Voilà. Et si au contraire tout est déjà, la demande s'exprime de manière fluide pour vous, elle est bien accueillie et le soutien que vous recevez est très beau, et du coup ça peut aussi vous donner confiance pour continuer ça à l'avenir avec d'autres personnes. Ou, voilà, ça peut être encourageant aussi, les petits pas. Et donc savoir quand passer à l'action. Ça c'était le 7e point. Et puis on va passer au 8e et dernier point. Je vois qu'il me reste à peu près 5 minutes, donc j'ai le temps d'aborder ça avec vous. Je ne sais pas après, Nathalie, si on a un peu de temps pour des questions-réponses, mais en tout cas, voilà, je vais... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Donc, je vais déjà aborder ce point-là. Et le point 8, je le garde pour la fin parce que tout ce qu'on a vu là, c'était comment faire pour oser demander de l'aide et recevoir le soutien dont on a besoin, comment éduquer ses proches, enfin pas éduquer, mais comment leur donner un mode d'emploi, des repères, une feuille de route pour pouvoir nous suivre dans notre deuil, parce que ça peut être un parcours très rempli de méandres et ça, c'est pas forcément simple. Mais il y a aussi des proches avec qui ça passe pas et qui font mal, et c'est pas une période où on a besoin de recevoir ces pics ou ces micro-agressions, ces micro-violences supplémentaires. Alors j'ai envie de vous parler de ce 8e point qui est comment poser des limites quand il y en a besoin.
Alors, il y a un article que je trouve très, très beau, que je mettrai, que je t'enverrai, Nathalie, après, si tu veux le mettre en commentaire de ce live. Et en gros, le titre de l'article, c'est en anglais, mais assez facile à suivre. Et ça dit « Comfort in, dump out ». Donc, l'idée, c'est de commencer avec un cercle concentrique. Vous faites un dessin sur votre page. Au centre, c'est vous, un petit rond au centre. Et puis, un rond un peu plus grand, c'est vos proches directs. Et puis, un peu plus grand, des proches un peu moins proches, un peu plus éloignés, et puis ainsi de suite. Donc, c'est des cercles concentriques et au centre, c'est vous, le papa ou la maman endeuillée. Et l'idée, c'est que chaque couche de cercle qui se trouve autour ne peut envoyer à la couche qui est plus petite qu'elle, plus resserrée qu'elle, que du doux, comfort in. Donc, à l'intérieur, si on va à l'intérieur du cercle, on peut apporter que du doux. Donc, vos proches directs ne vous apportent que du doux. La voisine de votre maman ne lui apporte que du doux. Le compagnon de la voisine de votre maman n'apporte à la voisine que du doux, ainsi de suite. Mais en cascade vers l'intérieur que du doux. Par contre, s'il y a quelque chose de plus piquant, de plus... ça va vers l'extérieur. Donc, votre maman ou votre papa, par exemple, ou votre grande amie, votre frère, votre sœur, si on est dans votre cercle très rapproché, eux peuvent... Le doux, enfin, ce qui va à l'intérieur, ça peut être que du doux vers vous. Et si ils sont épuisés, s'ils ont des jugements, s'ils ont des... oh, franchement, elle se lamente dans son deuil, ça dure longtemps, il faudrait qu'elle passe à autre chose. Ça. S'ils le pensent, voilà, c'est comme ça, ils le pensent, c'est dans leur tête, on ne peut pas contrôler leurs pensées, mais alors ça va vers la couche extérieure. Ça va, donc comfort in, dump out. Dump, c'est voilà, ce qui est les déchets, quoi, les crasses, ça va à l'extérieur. Et donc, s'il y a quelqu'un qui se comporte avec vous en allant vers l'intérieur du cercle, en allant vers vous, parmi ces couches concentriques, et qui amène des crasses, qui amène des déchets, qui amène des pensées vraiment qui font du mal, ben c'est important de rediriger ça vers l'extérieur. Vous n'êtes pas une décharge, vous avez déjà énormément à gérer dans un deuil, et c'est pas le bon endroit pour aller déposer toutes ces pensées. Alors, ce que j'entends par là, c'est des phrases maladroites. Elle est jeune, elle en aura d'autres. Ils n'ont pas eu le temps de s'attacher. C'était qu'au tout début de la grossesse. Voilà, toutes ces phrases qui font du mal, si elles rentrent à l'intérieur, elles font terriblement mal. Il y a besoin soit qu'ils les mettent eux-mêmes à la poubelle, soit qu'ils les sortent à l'extérieur, qu'ils en parlent avec leurs collègues, avec leurs chiens, peu importe, mais pas avec vous. Donc, il y a besoin de mettre une limite là. Et ça peut être bon de mettre des limites. Je me souviens d'une maman qui m'avait contactée et qui me disait que, alors qu'elle venait de perdre son enfant, son père avait fait une crise de nerfs pour une histoire de cadeaux, de fêtes. Enfin, quelque chose elle avait offert à son papa, un cadeau qui ne lui avait pas du tout plu. Et il avait fait une fixation là-dessus. Et c'était complètement décalé par rapport à ce qu'elle vivait. Et elle n'en pouvait plus de ces remarques désobligeantes et de ce pinaillage, etc. C'était complètement disproportionné et complètement décalé. Vraiment, ça n'avait pas du tout sa place là. C'était très indélicat. Et elle n'osait pas mettre ses limites. Elle n'osait pas, pour toutes les raisons qu'on a dit tout à l'heure. J'ai peur de... Donc tout à l'heure, on a évoqué des raisons qui nous empêchent de demander de l'aide, mais parfois on a des raisons aussi qui nous empêchent de mettre nos limites. J'ai peur de dire stop parce que j'ai peur de ne plus être aimée, j'ai peur que ça crée un conflit dans la famille, j'ai peur qu'on me prenne pour un fou, pour quelqu'un de radical ou quoi que ce soit. Et donc on a travaillé toutes les deux ensemble ces peurs qu'elle avait. Et puis en fait, elle s'est rendue compte qu'en parlant en son nom à elle, sans faire d'accusation, sans faire de reproches agressifs à son papa, elle pouvait dire de quoi elle avait besoin et qu'est-ce qui l'a blessée elle dans ce qui avait été échangé entre eux. Elle a pris le courage de demander un rendez-vous, une rencontre avec son papa. Ils en ont parlé. La rencontre a duré plus de 3 heures, je crois. Et elle est revenue en me disant, c'était magnifique. Il a pu entendre tout ce que je lui ai dit qui me faisait du mal. Il s'est rendu compte que son comportement était complètement déplacé, que c'était vraiment pas malin d'avoir fait ça. Il a expliqué pourquoi il a fait ça, mais il a compris et ça a changé toute la donne par la suite. Donc, parfois, poser ses limites, ça peut vouloir dire mettre fin temporairement à une relation. Et quand la relation est toxique, eh ben, c'est du self-care, c'est vraiment prendre soin de soi que de mettre l'autre à distance pendant ce temps-là.
sans forcément lui en vouloir ou lui vouloir du mal ou quoi que ce soit, mais juste pour prendre soin de soi, ben voilà, il ne faut plus être exposé à ça. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que quand on met ses limites, parfois, pouf, ça fait un peu un électrochoc dans la tête des proches et se dire « Ah mais ouais, en fait, là, j'ai déconné, quoi. C'était pas ça qu'il fallait faire. J'étais complètement à côté de la plaque et maintenant que je comprends son univers, maintenant que je comprends ce qu'elle vit ou ce qu'il vit, eh ben, évidemment, je peux me réaligner dessus et être beaucoup plus adéquat, beaucoup plus délicat. » Donc voilà, ça peut être très beau et son papa lui a vraiment dit qu'il était désolé et c'était tout ce qu'il fallait. Il n'avait pas besoin de plus entre eux pour que ça redémarre. Donc voilà, on a dit tout à l'heure les maladresses, les phrases blessantes, les tabous, les malaises, les évitements, la pitié, la condescendance, les conseils non sollicités, les jugements ou même les émotions trop lourdes de vos proches. Il y a peut-être parfois des proches qui pleurent et qui vous disent à quel point c'est l'horreur pour eux que vous ayez perdu votre bébé. Et c'est peut-être sincère, mais peut-être que vous n'avez pas, vous, à jouer ce rôle-là, de les réconforter. Peut-être que c'est plutôt l'inverse qui doit se jouer, qui doit s'opérer. Et que non, c'est trop épuisant. Il y a tellement de parents qui m'ont dit, en fait, c'est moi qui dois consoler mes proches et j'en peux plus de ça. Donc voilà, parfois, il faut savoir, c'est nécessaire de mettre ses limites et de clarifier. Non, en fait, ça ne me fait pas du bien quand tu fais ça. Donc, il faut arrêter. Alors, comment, c'est pas toujours évident de mettre ses limites. Donc, je vais vous proposer quelques petites phrases desquelles vous pourrez vous inspirer si elles ont du sens pour vous, ou vous trouvez vos mots à vous. Voilà, l'idée, c'est que vous restiez pas bloqué ou paralysé sur je dois mettre mes limites, mais je ne sais pas comment faire. Donc voilà, je vous donne quelques pistes d'inspiration. Ça peut être des phrases comme le but, c'est pas de te blesser. Je suis d'ailleurs un peu mal à l'aise à l'idée de mettre les pieds dans le plat, mais je préfère te parler de. Ça peut être de ton dernier coup de fil, par exemple. À la fois pour préserver notre relation, parce qu'elle est importante pour moi, et aussi pour prendre soin de moi. Je dois te dire que je n'aime pas quand tu dis ceci ou cela, ça me fait mal, etc. Ça peut être une autre phrase, ça peut être je suis désolée de devoir te dire ça, mais je ne me respecterai pas si je te laissais dire, par exemple, que je m'apitoie sur mon sort, que je me confonds dans mon malheur, que ça me fait du bien, que j'aime me baigner dedans. Non, en fait, ça, c'est pas juste, c'est pas ma réalité. Et je ne me respecterai pas si je te laissais dire ça, donc je vais dire stop à ça. Ou alors, ça peut être des phrases du style « c'est justement parce que je veux continuer à avoir une belle relation avec toi que je t'en parle et je me sens peut-être coupable ou stupide ou petite ou petit quand tu me dis que mon deuil prend trop de temps, par exemple. J'aimerais ne plus entendre ça de ta part. Et à la place, si tu pouvais me dire que, je ne sais pas, tu seras là tout le temps pour moi, aussi longtemps que j'en aurais besoin, ça m'aiderait beaucoup plus. » Donc vous pouvez dire, je dis stop à ça, non à ça, et en même temps, je dis oui à ça. Ne me dis plus que je me confonds dans mon malheur et que j'aime rester dans mon deuil. À la place, je préfère que tu me dises, je serai là aussi longtemps que tu en as besoin. Voilà, peut-être ça peut les aider, eux, à savoir quoi dire à la place. Ça peut être quelque chose du style, c'est pas du tout contre toi, mais si tu pouvais trouver quelqu'un d'autre chez qui, par exemple, déposer tes larmes, j'apprécierais parce que ma peine à moi, elle est déjà très très lourde et je ne peux pas gérer la tienne. Voilà, il y a plusieurs autres phrases que vous pouvez dire pour mettre vos limites. J'en donne aussi pas mal d'exemples dans le livre. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir mettre ce qui vous semble juste en place pour demander de l'aide et pas vous retrouver seul à vous dire j'aimerais tellement qu'ils comprennent que j'ai besoin de ça. Non, de pouvoir le nommer parce que c'est comme ça que vous vous donnez des chances de recevoir le soutien dont vous avez besoin. Et puis dans les quelques situations qui se présenteront, ou qui ne se présenteront pas, je vous le souhaite en tout cas que ça ne se présente pas, mais si jamais ça doit se présenter, de pouvoir aussi mettre vos limites pour prendre soin de vous, pas pour détruire la relation, mais pour prendre soin de vous. Et ça peut être parfois des limites qui durent une semaine, qui durent un mois, qui durent un an. Et après, les autres sont capables aussi de comprendre ce qui s'est passé. Donc ça ne veut pas dire que si on met sa limite maintenant, ça va forcément mal se passer, pas du tout. Vous vous souvenez de l'histoire du papa, du grand-père et de cette maman. Et deux, ça peut être juste temporaire. Là, maintenant, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à comprendre, l'autre n'arrive pas à comprendre mes besoins. Ça ne veut pas dire que ce sera comme ça pour toujours. Et après, ça peut aussi se remettre. Mais en tout cas, là, maintenant, pour prendre soin de moi, j'ai besoin de mettre une distance
saine, une distance positive. Voilà, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous. Merci beaucoup Hélène, c'était tellement clair, tellement évident aussi, qu'on se dit mais comment on peut ne pas y penser ou ne pas le faire. Et c'est ça aussi la force de ce que tu partages, c'est que c'est aussi beaucoup de bon sens, mais on l'oublie, parce que quand on souffre, on oublie ce bon sens-là. Et finalement, je voudrais juste revenir sur un point, tous ces questionnements-là, par rapport aux parents avec qui j'échange et dans les groupes d'aide, ce qui ressort souvent en amont de tout ça et qui vient bloquer la demande d'aide, c'est, il me semble, deux choses. D'abord, un besoin d'exclusivité. C'est-à-dire que le deuil d'un enfant est tellement particulier qu'il y a un besoin sous-jacent, inconscient chez les parents, de se dire que ce qu'ils vivent est au-delà de toute aide. Parce qu'ils ont besoin d'abord de cette reconnaissance que ce qu'ils vivent est tellement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, que rester dans cette position de « personne ne peut m'aider », ça vient les conforter dans l'idée que ce qu'ils vivent est extraordinaire. Et par rapport à la toute première question que tu posais, savoir pourquoi je ne demande pas de l'aide, il y a ce besoin aussi de se sentir presque unique, seul au monde. Moi, ce que je vis, c'est unique et c'est même pas aidable. Et l'autre frein qui vient, et c'est pour ça que ce que tu dis est intéressant, parce que ça nous permet de dévoiler ça et de le régler, de le reconnaître. Et oui, j'ai besoin de cette exclusivité. J'ai besoin de me sentir tellement exclusive que ça vient bloquer la demande d'aide. Et je l'accepte et donc je peux la dépasser. Et l'autre frein, il me semble, c'est un tel sentiment de culpabilité qu'en amont, parfois, je veux me punir. Je ne veux pas qu'on m'aide parce qu'au fond, je ne le mérite pas. Et ce que j'ai vécu, parce que je suis une maman qui n'a pas été capable de donner la vie à un enfant viable, donc quelque part, je suis une mauvaise maman, une mauvaise personne, et donc je ne mérite pas l'aide. Donc comment, selon toi, on peut déjà désamorcer ces deux croyances limitantes qui viennent bloquer tout le processus de demande d'aide? Alors, je vais commencer par le deuxième parce qu'il est plus frais dans mon esprit, tu viens juste de le nommer, la culpabilité. Alors, effectivement, ça peut être bien déjà première étape de s'en rendre compte que c'est ça qui fonctionne, qui se joue là. Je me sens coupable. Et puis, la deuxième étape qu'on peut proposer alors, c'est... en fait, souvent, quand il y a derrière la culpabilité, il y a « si je vais mieux, je trahis mon enfant. Je n'ai pas le droit d'aller mieux. » Je vais bien, même si c'est que 5 minutes, même si je bois un chocolat chaud sur une terrasse, même si j'apprécie même un simple rayon de soleil qui tape sur mon dos, je vis un moment de plaisir et ça vient renforcer cette culpabilité. Je n'ai pas le droit à regoûter du bonheur parce que on sait bien que c'est faux, mais il y a un sentiment souvent présent de culpabilité. J'ai fait quelque chose qui a amené à la mort de mon enfant. Et donc de se rendre compte que se maintenir dans la souffrance, c'est une manière de continuer à honorer le lien avec son enfant. Alors c'est une manière qui est maladroite parce qu'elle nous fait mal, mais il y a cette croyance que si je vais mieux, ben, je vais oublier mon enfant. Et du coup, si c'est ça qui se vit pour vous, moi ce que je vous invite à faire, c'est de mettre cette phrase dans votre main devant vous, puis de regarder la phrase. Est-ce que si j'ai le droit de rire à une blague d'une vidéo de 3 minutes sur YouTube, est-ce que j'oublie mon enfant pour toujours? Est-ce que je l'aime plus? Ben non. On peut avoir des petits moments, mais ce bébé, vous n'allez jamais l'oublier. C'est justement ça qui vous caractérise. C'est que vous avez déjà tellement aimé ce bébé, au-delà de toute imagination possible. Vous l'avez tellement aimé. Et vous l'aimez aujourd'hui tellement profondément. Et vous l'aimerez toute votre vie tellement fort que vous ne l'oublierez jamais.
Et donc de se rappeler que derrière le « j'ai pas le droit d'aller mieux », il y a cette peur de « je vais oublier mon bébé » et de vous rappeler à vous-même que non, vous ne l'oublierez pas. Il fait partie de votre histoire, il fait partie de l'histoire de toute votre famille. Il est dans votre cœur. Alors ça ne veut pas dire qu'on est forcément prête ou prêt, 2 heures après, à vivre les plaisirs de la vie, un bon resto, je sais pas. Non, ce n'est pas forcément tout de suite, évidemment. Mais le jour où ça revient, c'est utile à ce moment-là de se rappeler, c'est pas parce que je goûte à ça que j'ai oublié tout ça dans ma vie. Les deux, souvent on fonctionne avec, dans notre culture, c'est l'un ou l'autre. Ben non, en fait, parfois on peut avoir les deux. Parfois on peut aimer profondément son bébé et sentir encore un amour et une peine très forte, et en même temps avoir des petits moments où on se sent vivant. Ça ne vient pas déshonorer et casser ça, au contraire, on va apprendre à vivre les deux ensemble. Ça, c'est ce qui me vient par rapport à la culpabilité et au fait que, ne pas, pour revenir à notre sujet ici, ne pas demander de l'aide, ça permet de ne pas aller mieux. Hein, si quelqu'un ne m'apporte pas ce repas qui m'aurait fait du bien ce soir, je m'identifie tellement à ma peine que je reste dedans et ça me valide dans mon idée de si je souffre autant, c'est que j'aime tellement mon enfant. Et ce que je vous invite à faire ici, à vous toutes et tous qui nous écoutez, c'est ça, c'est une croyance. On peut très fort aimer son enfant et ne pas forcément vivre du matin au soir toutes les cellules de son corps dans la douleur ultime. C'est difficile à entendre, mais c'est important de dissocier ça. C'est pas parce qu'on souffre qu'on aime son enfant. C'est parce qu'on aime son enfant qu'on l'aime. Et effectivement aussi, le lien à cet enfant qu'on aime si fort, il n'est pas qu'un lien de tristesse, et le processus du deuil et tous les conseils que tu apportes, ils sont aussi un cheminement vers le fait de réaliser que dans ce petit éclat de rire dont tu parlais, à cette blague YouTube, eh ben, on peut se sentir connecté autant dans la joie à son enfant que dans la tristesse. Et ça, c'est pas à pas. C'est aussi en l'expérimentant qu'on le vit vraiment. Et souvent, on est presque émerveillé de sentir que c'est dans la joie que c'est encore plus fort le ressenti du lien d'amour que dans les larmes, repliées sur soi, tout seul, ou en colère. Alors après, si on veut rester un petit peu sur le thème de la culpabilité, je ne vous connais pas, vous les uns les autres qui nous écoutez là, donc je ne sais pas si ce que je dis peut arriver à un moment de votre deuil où vous savez l'entendre. Donc si ce n'est pas entendable, mettez-le de côté. Et si c'est le bon moment, je m'en réjouis pour vous. Mais dans la culpabilité, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on se dit « j'aurais dû ». J'aurais dû réussir à protéger mon enfant, j'aurais dû réussir à donner la vie, j'aurais dû être une vraie femme parce qu'une vraie femme sait donner la vie dans notre croyance, etc. Ou c'est aussi la culpabilité habite aussi beaucoup de papas qui se disent j'aurais dû protéger mon enfant, ma femme de ce qui est arrivé, etc. Le j'aurais dû. Et si c'est arrivé, c'est à cause de moi. Si ce drame est arrivé, c'est à cause de moi. Alors, c'est des phrases qu'on se dit, qui font très mal à l'intérieur, mais qu'on se dit quand même. Et moi, ce que je vous invite, c'est juste twister un tout petit peu la phrase, la retourner un tout petit peu et se dire, quand les choses vont très bien autour de vous, est-ce que vous avez l'impression que ça va très bien grâce à vous? Que c'est vous qui, en Dieu ou déesse suprême, avez fait en sorte que tout se passe si bien? Parce qu'on a parfois, alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'indirectement, non, si, pour reprendre cet exemple-là, quand une maman accouche et que son bébé est vivant, elle va rarement crier sur tous les toits et dans toutes les rues de sa ville ou de son village « Oh, vous avez vu comme je suis fabuleuse, j'ai donné vie à un bébé, c'est magnifique !» Non, non. Quand on fait des choses qui amènent un résultat qu'on espérait, on s'envoie rarement les lauriers. On se dit rarement que tout ça, c'est le fruit de notre travail unique, etc. Et on se flatte rarement, on se félicite rarement.
Par contre, on est très dur avec nous, avec soi-même, quand ça ne fonctionne pas comme on avait prévu. Et ce que je veux dire par là, c'est que la vie, que ce soit donner la vie, mais que ce soit pour un travail, que ce soit pour quand on conduit sur la route, s'il y a un drame qui arrive ou pas un drame qui arrive, quand on rentre chez soi après un long voyage, est-ce qu'on se dit yes, j'ai réussi à conduire 5 heures sans accident? Non. Par contre, s'il y avait un accident, c'est notre faute, j'ai pas regardé, j'ai pas fait ça, Et donc pourquoi je mets ces deux choses sur un plateau pour voir là où ça pèse plus lourd ou pas? Parce que on s'accable très vite des choses quand elles ne fonctionnent pas comme on veut, mais on se félicite peu quand ça marche bien, comme on l'avait souhaité, et qu'en fait, c'est ni l'un ni l'autre qui est vrai à mes yeux. C'est-à-dire qu'on n'est pas des agents omnipotents, ce n'est pas nous qui avons tout entre nos mains, on n'a pas des fils au bout des mains qui font comme des marionnettes et où on peut créer la réalité exactement comme on l'entend dans notre tête. La vie, c'est vachement fragile, c'est un mystère, on ne comprend pas pourquoi des fois ça marche, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi c'est fluide, pourquoi ça coince, pourquoi... Et donc ça nous ramène à notre nature humaine qui est très humble, en fait. On ne contrôle pas grand-chose. Ce n'est pas forcément nous qui sommes aux commandes quand tout fonctionne et ce n'est pas forcément nous qui sommes aux commandes quand ça ne fonctionne pas comme on veut. Et donc voilà, ça peut être déstabilisant à entendre si on est rempli de culpabilité, mais peut-être que c'est le bon moment aussi d'entendre ce genre de phrase et que voilà, c'est peut-être pas de votre faute, c'est peut-être voilà, tout à fait en dehors du périmètre de votre contrôle ce qui s'est passé. Et même si on met que juste un peut-être et un point d'interrogation, des fois ça donne juste l'espace, l'aération qu'il faut, la respiration qu'il faut pour ne pas s'enfermer dans des jugements et dans des accablements sur soi-même. Voilà, c'était une petite parenthèse sur la culpabilité. Je ne sais pas si ça peut aider. Oh, c'est une parenthèse très aidante et effectivement, je crois que le deuil d'un enfant, le chemin de deuil d'un enfant, c'est vraiment une expérience d'humilité, d'accepter, et ça prend des étapes, qu'on n'a pas cette toute-puissance, ni d'être responsable de tout ce qui est arrivé de négatif, comme tu le dis, ni même de maîtriser l'ensemble des maillons d'une chaîne qui est infiniment plus complexe. Et je ne peux pas penser les joies de mes enfants. Je ne peux pas non plus créer leur malheur. Enfin, je ne peux pas empêcher les malheurs et je ne peux pas forcer les joies. Je suis juste vivante au quotidien. Je fais ma part dans mon humanité, mais je ne suis pas tout puissant, comme tu dis, ou toute puissante. Et la culpabilité, prendre conscience aussi que c'est encore du contrôle par défaut. Je n'ai pas contrôlé, mais j'aurais dû. Et c'est toujours le postulat qu'on contrôle. Et de dire, mais finalement, non, on ne contrôle pas. Et d'accepter ça, parfois, c'est tellement difficile que ça résiste. Et cet exemple que tu donnes d'inverser le regard, je trouve ça vraiment très, très intéressant et très utile. Un grand, grand merci. Alors, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je ne sais pas de combien de temps tu disposes encore pour nous, pour voir si on peut prendre... Je peux prendre facilement un quart d'heure s'il y a des questions. Alors, j'invite les participants présents à poser des questions et si vous en avez. Alors moi, je ne les vois pas forcément. Donc, s'il y en a, c'est peut-être bien de me les redire à voix haute. Oui, alors peut-être comme les micros sont coupés, ça prend parfois un peu de temps. Vous pouvez écrire les... Après, le temps peut-être de laisser les personnes se connecter. Je vais introduire ton livre parce que j'ai tellement parti en début de conférence avec l'évidence que tout le monde le connaissait. Donc voilà, de ce livre qui s'appelle donc Dans ces moments-là, et je trouve le titre très très joliment choisi, très parlant. Et puis si tu peux aussi nous dire un petit mot sur le carnet des bons, je trouve ça assez génial, ce que tu as imaginé, et de nous en dire un petit mot parce que c'est aussi quelque chose de très aidant pour aider. Alors, ça fait la passerelle avec ce dont on vient de discuter là pendant cette heure-ci, c'est que parfois c'est plus facile
quand on est parent, de s'appuyer sur un outil qui existe déjà. Donc, en fait, c'est un carnet de chèques. C'est comme un carnet de chèques, sauf que chaque page n'est pas un chèque, mais c'est un bon de soutien. Donc, il y en a 30 différents, dans des registres différents. Ça peut être apporter à manger, s'occuper des enfants, comme on a dit tout à l'heure. Ça peut être j'ai besoin d'un massage. Ça peut être plein de choses différentes. Et simplement d'envoyer ça à ses proches en disant, voilà, en fait, moi, j'ai besoin du numéro 7 et du numéro 12. C'est ça qui me ferait du bien en ce moment. Ou parfois, c'est les proches qui disent, on ne sait pas comment vous aider, on ne sait pas de quoi vous avez besoin. Mais on a imprimé ce carnet-là pour vous. Il est disponible gratuitement sur mon site danscesmoments-là.com. On l'a imprimé pour vous. Et puis, dites-nous, c'est quoi qui vous ferait du bien là, en ce moment? Comment nous, on peut se manifester pour vous soutenir? Et donc, ça permet aux proches de créer la passerelle vers les parents ou aux parents d'aller glisser un message. Et parfois, c'est plus facile de s'appuyer sur quelque chose qui existe déjà ou de trouver les mots parce que c'est pas toujours facile de trouver les mots. Et donc, ça peut être aussi utile dans cette passerelle à créer entre les proches et les parents. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un a un commentaire à faire, une question? Est-ce que ce qu'Hélène a suggéré, ça vous a éveillé des pensées, des obstacles ou au contraire des évidences? Je veux bien m'exprimer si personne ne le fait. Avec plaisir. Alors, c'est pas une question. Déjà, je voulais vous remercier, Hélène, pour cette intervention parce que moi, c'est vrai que on a pas mal de proches, amis, familles qui nous disent régulièrement on est là pour vous si vous avez besoin. Et en fait, on s'aperçoit qu'on ne sait jamais quoi leur dire, en fait, parce qu'on on ne sait pas exactement souvent de quoi on aurait besoin, on ne sait pas trop ce qu'ils pourraient, eux, nous apporter. Quand ils disent la phrase, on ne sait pas non plus s'ils sous-entendent quelque chose ou qu'ils n'osent pas l'exprimer. Et du coup, je trouve que les conseils que vous venez de donner, ça peut nous aider en fait à être un peu plus précis ou en tout cas à formuler des besoins voilà, qu'on ne pouvait pas formuler auparavant. Donc, je voulais vous remercier pour ça. Et puis, pour rebondir sur l'existence des petits bons, moi, je vous suis sur votre page Facebook et c'est vrai que souvent, ça aide notamment à formuler des discussions, à engager des réflexions. Et du coup, je voulais vous remercier aussi pour ça. Merci, ça me touche beaucoup. Merci, Sarah. Merci, Sarah. Moi, je voudrais prendre la parole aussi, pareil, pour vous remercier, Hélène, pour tout ce que vous faites. Je suis maman, je l'ai été à 2 reprises, alors il y a très longtemps, hein, il y a 25 ans et 23 ans, et je me reconnais vraiment beaucoup dans tout ce que vous avez évoqué, de ce qui pour moi a été un souci de vivre à côté d'un entourage qui ne comprenait pas forcément, voilà. Mais voilà, j'aurais juste aimé pouvoir rencontrer quelqu'un comme vous il y a 25 ans, avec tous les conseils parce qu'à l'époque, franchement, honnêtement, je n'ai jamais imaginé, ça ne m'a même pas traversé l'esprit, que je pouvais faire autrement que de me recroqueviller dans ma coquille et de vivre mon deuil toute seule avec mon mari, comme je l'ai vécu. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis thérapeute, j'accompagne les mamans en deuil périnatal et j'essaye de leur ouvrir les yeux sur le fait qu'effectivement, quand on vit un deuil, eh bien, il faut savoir aussi exprimer ce dont on a envie. Il y a l'art de consoler, mais il y a l'art d'être consolé aussi. Oui. Mais qu'il faut savoir s'exprimer et ça ne m'a jamais traversé l'esprit de m'exprimer il y a toutes ces années. Donc, de tout cœur, merci pour toutes les mamans qui sont en deuil périnatal au jour d'aujourd'hui. C'est très chouette. Ça me touche. Merci beaucoup pour ce que vous dites. Et puis, ça me permet aussi de rebondir. Donc, pour le livre que j'ai écrit, j'ai interviewé beaucoup de parents
endeuillés. Et dans ces parents-là, il y avait des parents dont le bébé venait de décéder récemment. Et puis, il y en a, parfois, c'était 20 ans, 40 ans plus tard. Et la douleur était très présente. Alors, je ne vais pas dire qu'elle était exactement la même, mais elle était encore présente. En tout cas, le souvenir de cet enfant était bien porté dans leur cœur, clairement. Et il y en a certains qui ont fait des actes symboliques des années, des décennies après. Et alors, je ne sais pas si c'est votre situation à vous, mais il y a certains parents pour qui ça fait du bien, même si ça n'a pas pu être fait, justement parce que ça n'a pas pu être fait dans le moment à l'époque, pour X raisons. Et l'idée ici, évidemment, pas de se flageller en disant j'aurais dû, machin. Non, voilà, c'est comme ça que ça s'est mis. Mais aujourd'hui, je suis une autre personne, j'ai grandi et j'ai besoin de faire quelque chose de symbolique. Alors, ça peut être peut-être simplement d'avoir... voilà, il y a des parents qui aiment tout l'univers ange, étoile, plume. Ça peut être une petite bougie, étoile quelque part dans la maison qui redonne au bébé décédé, à l'enfant décédé, une place dans la famille. Ça peut être raconter l'histoire de ces enfants à ceux qui ont suivi, si on ne l'a pas encore fait, ou ça peut être se réunir autour d'un feu et faire un cercle de deuil, même des années après. Si on sent qu'on en a besoin, on peut être créatif et on peut s'apporter une forme de guérison, une forme de baume, indépendamment du temps. Le temps ne compte pas dans ces moments-là. Et ça peut... Oui, je connais des personnes, 30 ans, 40 ans après un deuil, qui ont... ça peut même être prendre une jolie pierre et l'enterrer dans son jardin, ou ça peut être planter un arbre dans son jardin et récolter les fruits de cet arbre des années après. C'est pas grave. Si on ressent à ce moment-là le besoin d'honorer son bébé de cette manière ou d'honorer son histoire de papa ou de maman endeuillée, il n'y a pas de date de péremption pour faire des gestes qui apaisent, qui nourrissent de l'intérieur. Donc merci d'avoir partagé ça. Merci beaucoup. Alors Hélène, je voulais aussi te demander, parce qu'on parle vraiment beaucoup du fait que le deuil périnatal ne soit pas reconnu, et que ce soit tabou, etc. Mais je trouve quand même qu'il y a une évolution. Et toi qui as parlé à beaucoup de professionnels, je trouve pour en côtoyer beaucoup aussi, qu'il y a dans l'intention, alors c'est pas toujours facile parce que les conditions, l'hôpital, les choses ne le permettent pas, mais il y a quand même, je trouve, une évolution et une envie de mieux accompagner chez les soignants, dans les administrations, dans certaines choses. Alors c'est vrai qu'on a tendance, comme tu dis, dans le regard, à stigmatiser ce qui ne va pas et pas ce qui s'améliore, mais je trouve qu'il y a quand même une dynamique positive, et surtout dans le deuil périnatal, peut-être plus grande encore que dans le deuil d'enfants plus grands, qui reste vécu comme un échec par beaucoup de soignants. Et du coup, je voulais voir si toi, dans tes partages, tes interviews, tes témoignages, tu avais observé ça. Oui, alors effectivement, pour faire le lien avec l'intervention de Stéphane juste avant, il y a des parents qui ont vécu des deuils il y a très très longtemps, enfin dont le bébé est décédé il y a très longtemps, qui m'ont raconté comment ça s'était passé pour eux à l'hôpital, où à l'époque on pouvait même endormir complètement la maman, donc elle était complètement inconsciente, elle ne savait pas du tout ce qui se passait, elle ne voyait pas son bébé, il n'y avait pas d'enterrement possible, il n'y avait pas de déclaration dans le carnet de famille, etc. Alors il y a certainement encore beaucoup d'avancées qu'on doit encore faire. Mais tout ça, ça n'existait pas du tout à l'époque. Et donc, c'était des deuils non nommés, quoi. C'était pas... C'était pas nommé, quoi. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gynécologues, de sages-femmes, d'infirmiers, d'infirmières, de doulas, de psy, qui s'ouvrent à ces questions-là. Là, je viens de sortir il y a 3 semaines une formation en ligne sur le deuil périnatal pour les professionnels de santé au sens large. Et il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent d'horizons très différents. Il y a à la fois des médecins et des psys. Et d'ailleurs, j'ai construit cette formation aussi avec des professionnels dans divers domaines. Je ne pense pas qu'il y a 50 ans, c'était très fréquent qu'il y ait ça dans les hôpitaux. Ou alors, il y en avait un sur je ne sais pas combien, et c'était un peu l'exception.
ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui rencontrent encore des situations très douloureuses à l'hôpital où on leur donne des mots très durs, très cassants, où il y a très peu de bienveillance et de délicatesse. C'est une réalité, donc je n'essaie pas d'embellir le truc et de dire que tout va bien aujourd'hui, mais par contre, c'est clair qu'il y a une sensibilité dans le personnel médical qui est bien plus grande qu'auparavant. Il y a des remises en question, hein, on parlait tout à l'heure de la toute-puissance en tant que maman, quoi. On aurait dû sauver ce bébé, c'est ce qu'on se dit. Et que ça peut changer, mais aussi du point de vue des soignants, il y a aussi cette réflexion qui s'opère, ben non, je vois bien que la médecine moderne ne soigne pas forcément tout, elle apporte des progrès monumentaux et c'est une bénédiction totale, et en même temps, il y a des moments où moi, en tant que soignant, avec tout mon savoir et toute mon expertise, et ben, il y a des fois où il y a des situations que je n'arrive pas à contrôler aussi. Donc il y a aussi une humilité, il y a une ouverture, et il y a de plus en plus d'attention qui sont portées dans les pôles mère-enfant. Voilà, il y a de plus en plus de soignants qui sont sensibles à ces questions et qui ne posent pas des actes techniques froids, mais qui prennent en compte l'histoire des personnes qu'ils ont en face d'eux. Et ça, c'est très, très précieux sur un chemin de deuil. Surtout que ces soignants-là, ben, c'est peut-être les seules personnes qui ont vu le bébé. Hein, c'est une des particularités du deuil périnatal. La famille ne l'a pas forcément connu, les amis ne l'ont pas forcément connu, etc. Et donc, les mots, les gestes, les attitudes des soignants sont importantes aussi dans la construction de ce chemin de deuil. Donc, c'est précieux que de plus en plus de soignants s'ouvrent à ça et aient envie d'avoir des bonnes pratiques et de se former et d'être attentionnés pour les parents. C'est vraiment un beau cadeau sur un chemin de deuil. Merci beaucoup, Hélène. C'est plein d'espoir et je suis chaque fois frappée par la douceur avec laquelle tu exprimes et tu partages. Et c'est déjà thérapeutique. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres parents participants, hein, d'ailleurs. Mais je trouve qu'il y a tellement de colère contre la vie quand on vit une telle injustice que finalement, on a tendance, même dans les proches, à alimenter la colère. Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est pas normal. Et finalement, ce dont on a le plus besoin, je crois, c'est de faire la paix. Pas parce que ça rend juste ce qu'on a vécu, mais parce que ce qui fait du bien, ce qui aide, c'est pas la colère, c'est peut-être une étape qu'on ne peut pas éviter, mais c'est aussi d'accepter d'en faire quelque chose, ou en tout cas de ne pas se punir ou s'auto-flageller ou d'accuser éternellement l'autre et de vivre. Et cette douceur, elle est un vrai encouragement à vivre. Merci. Ouais, c'est vraiment ça que je vous souhaite à chacun et à chacune sur votre chemin de deuil, que vous ayez perdu un bébé ou un neveu, une nièce, un petit-fils, une petite-fille, de pouvoir vivre ce deuil pleinement et de vous apporter beaucoup de douceur. Et voilà, j'ai aussi envie d'honorer tous ces bébés dont on parle aujourd'hui en filigrane aussi, parce que c'est de eux dont il s'agit. Merci beaucoup, Hélène. On va te libérer. À quelle heure il est aux États-Unis? 11h30 du matin pour moi. Ouais, donc tu commences ton week-end presque. Donc, vraiment un très très grand merci d'avoir été avec nous. On partagera le document dont tu m'as parlé à tous les participants. On repartagera le lien de ce live à tous et on partagera également les coordonnées de ton site, de ton livre très aidant que je vous encourage à tous, et les parents de l'association le recevront. Ça, c'est notre petit bonus. Et puis les autres, je vous encourage aussi à le lire. C'est très, très aidant. Un grand merci, Hélène, et merci à tous les participants. On se retrouve pour ceux qui veulent à 18h pour parler des ressources qui aident à vivre le deuil périnatal, sur le lien Zoom. Et je vous embrasse très fort. Et au plaisir, Hélène, de te reparler bientôt. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Ça nous a beaucoup aidé cette discussion. Merci, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.